la chose dont tu es la plus fière sur ces 5 années? Accompagner autant de projets avec une si petite équipe et d'avoir réussi en fait à construire une patte. Quand les gens passent chez Pulse, il y a toujours cette réflexion, ah ouais, il y a des good vibes ici, on se sent bien. On a réussi à créer en fait un environnement ultra bienveillant. Pour les personnes éventuellement qui nous écouteraient, qui se poseraient la question de peut-être se lancer un jour ou tout bientôt, tu aurais envie de leur dire quoi? Il faut avoir une sacrée dose d'énergie, de motivation, un peu de folie aussi. Puis rien lâcher. Une fois que t'es lancé, il faut prendre un maximum de feedback, d'écouter, de rencontrer des gens, etc. pour chaque fois faire évoluer l'idée vers le mieux, quoi. Il y a des choses qui émergent auxquelles tu t'attendais absolument pas et puis c'est là que c'est le plus magique. Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de Qual Insight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Bonjour Caroline, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast de Romande Insight. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci à toi Esther de m'avoir invitée. Je suis très touchée que tu aies pensé à moi. Je suis contente d'être là. Je suis sûre que je vais apprendre plein de trucs, donc je me réjouis beaucoup de notre échange. Alors peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu prennes juste un petit moment pour te présenter. Ouais, alors c'est toujours délicat de se présenter, mais donc moi je m'appelle Caroline Wiedmer, je suis originaire de Genève, exactement de Founé, où j'ai grandi. J'ai fait une partie de mes études en France, puis après à Montréal. J'ai fait un petit crochet par Madrid avant de revenir à Genève. Et c'est là que j'ai commencé à travailler dans une entreprise sociale privée qui s'appelle Pro, qui vise à réinsérer les gens par le travail. Ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'administration publique à la ville de Genève, puis à l'État, dans le cabinet d'un homme politique. Et après, j'ai quitté l'État pour d'autres aventures. L'une entrepreneuriale, en montant 1m83, qui est une start-up art-tech. Puis pour rejoindre Pulse comme première directrice de ce magnifique projet qui est l'incubateur de la HES-SO à Genève. Et donc là, ça fait 5 ans que tu y es. Là, on vient tout juste de fêter nos 5 ans. Donc c'est une belle étape de parcours, on est très contents. On savait pas trop ce que ça allait donner au départ, d'autant qu'on a commencé 6 mois avant le Covid. Mais voilà, en 5 ans, c'est devenu une très jolie structure qui appartient au HES-SO Genève et avec laquelle on accompagne des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses dans leur parcours au tout démarrage. C'est vrai que si je reviens juste sur le démarrage en fait de mon parcours, justement dans ces études, vu que le sujet est quand même pas mal tourné autour de la formation, moi j'ai eu vraiment le côté formation à la française, justement dans cet internat à Lyon, puis en économie et gestion à l'université de Grenoble. Et puis, j'ai pu le comparer à un cursus plutôt international où j'avais commencé à l'école Inde quand j'étais toute petite. Et j'ai rejoint ce milieu-là aussi à l'université à Montréal, à l'université McGill. Et en fait, j'ai pu vraiment comparer ces deux systèmes où il y a ce côté centré sur le savoir et puis l'autre centré sur la collaboration. Sur les valeurs, sur l'engagement, sur l'associatif. Et en fait, c'est vrai que tout ce milieu anglophone, international, m'a beaucoup amené à réfléchir dans quoi je voulais m'investir. Et puis après avoir passé pas mal d'années à l'étranger, quand je suis revenue à Genève, j'ai vraiment eu envie, en fait, de mettre à profit tout ce que j'avais appris dans ces systèmes éducatifs où on s'engage aussi beaucoup. Et puis j'avais envie en fait d'avoir de l'impact, j'avais envie de m'engager pour le bien commun, pour la société. Alors on trouve de tout dans les milieux anglophones, mais c'est vrai que moi j'ai été beaucoup confrontée à cette notion d'engagement. Et puis c'est aussi pour ça que finalement mon parcours il est pas mal empreint de cet engagement, de l'impact qu'on peut avoir sur la communauté, sur la vie qui nous entoure. Alors je pense pas me tromper en disant qu'on a fait nos études, enfin, en tout cas moi c'était il y a 20 ans que je suis sortie des études. Je pense l'expérience de Montréal que tu as pu avoir. Moi, j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis, puis j'ai vécu 3 ans à Londres après mon diplôme.
Donc, je partage complètement ce que tu dis. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, ils ont toujours une longueur d'avance? Je sais pas si tu peux, si tu as un peu de recul pour en parler. Et est-ce que tu trouves que, de ce que tu observes, en tout cas avec les étudiantes que tu as amené à rencontrer aujourd'hui, que ça a un peu changé quand même sur les 15-20 années qui viennent de s'écouler et qu'on est un peu plus dans cette approche pragmatique, de culture pas de l'erreur, mais en tout cas d'apprentissage où on échoue, on recommence, avec plus ces approches collaboratives qui se mettent aussi en place dans les structures de travaux de groupe, etc. Est-ce que tu as le sentiment qu'en Suisse, où c'est quand même souvent assez quand même conservateur et statique, et ça met quand même du temps pour que les choses bougent, tu observes peut-être soit par la scolarité de tes enfants ou les retours justement de tes étudiants, des évolutions aussi notables 15-20 ans plus tard? J'aimerais bien te dire, oui, c'est incroyable, mes enfants travaillent de manière collaborative autour de projets. Mais non, mes enfants travaillent de la même manière non plus. Mince. Que j'apprenais il y a 30 ans à leur place. Donc, moi, ça me fait un tout petit peu peur. Parce que, notamment, en fait, j'ai un fils qui a 15 ans qui vient de commencer le collège. Et je trouve que c'est plus une machine à broyer qu'un système qui porte en fait vers l'épanouissement et l'accomplissement des valeurs qui nous caractérisent. Donc non, je trouve que ça n'a pas du tout évolué. Et puis je pense que le problème, c'est que ça prendra énormément de temps à évoluer parce que c'est pas juste des cours qu'il faut changer, c'est des profs qu'il faut former, c'est un système qu'il faut changer. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de résistance, alors que quand on a touché en fait à ces méthodes de participatives, de facilitation, en fait on y prend goût. Quand je vois que ma fille est rentrée le premier jour, elle a 12 ans, elle dit je me ferai jamais d'amis, tout le monde se connaît déjà, moi pas. T'as un prof, t'as des gens qui mélangent les gens, les enfants, qui organisent des ateliers, des activités les premiers jours plutôt que d'être tous assis comme ça dans une classe. Ça amènerait énormément. Donc, je le vois beaucoup plus dans un sujet qui t'est cher, je sais, dans la formation professionnelle, où là, moi, je t'en parlerai peut-être un peu plus tard. Il y a une nouvelle fondation qui s'est ouverte à Genève autour de ces enjeux et qui est centrée sur ces méthodes d'apprentissage. Et là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à ces jeunes. Et ils y croient pas tellement. Donc, ils croient pas que ça existe. Ils sont un peu déboussolés tellement ça touche à des choses qu'ils avaient encore jamais connues. Et puis pareil, en fait, quand je vois des jeunes qui arrivent chez Pulse des différentes écoles, alors je sais qu'il y a beaucoup de pratiques dans les HES. Donc là, il y a des labos, il y a des échanges, il y a des travaux pratiques. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrivent et qui disent enfin on a l'impression d'être considéré avec nos idées, qu'on peut tenter, oser, échouer, et que c'est pas grave, ce qui nous était jamais arrivé. Donc on en c'est reparlera. assez nouveau. Ouais, on en reparlera effectivement un peu plus en détail. Puis j'ai eu la chance de parler aussi avec Christophe Vanière de 42 Lausanne. Oui, c'est donc excellent. c'était aussi très très intéressant. D'ailleurs, j'invite les personnes qui nous écoutent à aller écouter aussi cet épisode pour pouvoir voir des méthodes vraiment d'apprentissage complètement différentes, puisque là il y a pas de prof, c'est encore différent. Ouais. La piscine. Exact. Et pour revenir à toi, Caroline, sur ton parcours, donc tu t'es dit, voilà, moi j'ai envie d'avoir un impact, et j'ai envie de pouvoir m'engager, et tu commences ta carrière dans le politique. Alors j'ai commencé d'abord, l'associatif. c'est pas un associatif, c'était une entreprise privée et sociale à la fois. Ah, mais une entreprise privée, ok. Ouais, donc ça s'appelle Pro Entreprise Sociale Privée, qui avait été créée à l'époque par Implenia dans la construction, pour permettre à des personnes des chantiers qui étaient abîmés par leur travail, qui est quand même vraiment difficile sur le chantier, ils se font mal au dos. Donc, pour leur permettre d'avoir un autre travail de réinsertion, donc sur de la manutention, mais de petits objets, etc. Et puis, petit à petit, ça a pris une ampleur considérable et c'est devenu aujourd'hui une entreprise de 400 personnes avec de la réinsertion de tous les types de handicap. De l'addiction, de personnes atteintes psychiquement ou physiquement. Et puis, c'est du travail. J'ai travaillé d'abord dans la logistique. Donc, tous les matins à 7 heures, j'étais avec les personnes en situation de handicap à planifier le travail, que ce soit avec des grands groupes comme L'Oréal, comme Rolex, etc. Donc, il fallait faire de la manutention. Puis après, je suis passée dans le côté marketing, communication. Et puis, c'est là que j'ai ensuite, après 4 ans dans cette fondation, rejoint l'administration publique.
Ok. Ensuite, quelques années dans un aspect plus politique. Ouais, j'étais dans le cabinet de Pierre Maudet et puis je le suivais en fait dans toutes ses activités. Et puis je m'occupais de la com des départements dans lesquels on a travaillé. Donc ça touchait autant les pompiers que la voirie, les espaces publics, après à l'État, la police, l'économie. C'est là que je me suis orientée dans l'innovation. Mhm. On organisait des missions économiques à travers le monde, en Chine, aux États-Unis, dans les Émirats, pour aller à la découverte des entreprises innovantes avec des groupes d'entrepreneurs genevois. Donc là, j'ai énormément appris sur tout ce monde-là. Et puis créer un gros réseau dans le domaine. Et à quel moment l'opportunité se présente, ou je ne sais pas comment tu la déclenches, tu bascules vers la création et la direction de Pulse? À un moment donné, c'est vrai qu'après 9 ans dans un cabinet d'un homme politique, j'étais un peu fatiguée. J'avais eu 2 enfants à la même période, donc je sentais qu'il fallait que je sois plus présente, que je voyage un peu moins, que je réduise un petit peu le rythme. Malgré que j'ai un partenaire de vie tout à fait engagé, donc très présent à la maison. Et c'est vrai que c'est précieux quand on travaille de manière intensive comme ça. Et puis j'ai pris la décision de quitter l'État parce que j'avais un chouette projet qui s'appelle 1m83, avec lequel on a commencé en se servant de bâtiments en rénovation, a priori moches, recouverts d'une bâche, pour en faire en fait des lieux d'exposition de toile urbaine. Donc on a fait 3 expositions à Genève sur des formats de 450 mètres carrés. Ah oui. Donc j'ai fait ça avec mon ami Didier Schwartz, qui partage aussi le monde de l'innovation puisqu'il travaille en partie à la FIT. Et puis, petit à petit, en fait, on s'est dit qu'on avait envie d'avoir un impact encore différent. Et là, on est en train de travailler sur une approche totalement novatrice, qui sont des modules d'art urbain qu'on va pouvoir déplacer, dans lesquels on va insérer une œuvre artistique sur laquelle on est en train de travailler. Et qu'est-ce qui t'a amené alors dans cet aspect plus créatif, plus artistique? Pourquoi le choix du projet entrepreneurial dans l'art? Parce que bon, au final, c'est comme une valorisation des espaces publics, certes, mais au travers d'œuvres de personnes, personnalités. Ça vient d'où, ça? Je pense que j'ai vraiment une fibre artistique qui est en moi. Moi, je fais beaucoup de dessins. C'est un peu mon sas de décompression à moi. Je faisais beaucoup de photos à l'époque et c'est vrai que c'est marrant parce que je me pose toujours la question de l'héritage qu'on reçoit de nos, tu vois, de nos familles, etc. Mais c'est vrai que moi, dans ma famille, il y a toute une frange du côté de ma grand-mère qui était très artiste, très manuelle. Et puis mon grand-père qui était un grand entrepreneur français dans la région de Dijon, qui avait fait les moutardes Amora. Donc je pense que j'ai vraiment, tu vois, ces éléments qui sont en moi. Mhm. Et puis, je les exprime à travers différents projets. Et puis là, les deux se sont mêlés, en fait, l'entrepreneuriat et l'art. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui m'anime. Et puis, c'est vrai que de bosser aussi avec quelqu'un comme Didier, c'est passionnant. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup. On travaille avec un artiste incroyable qui s'appelle Mathieu Bernard Raymond, un photographe avec lequel on travaille sur le côté artistique. Et puis, on a aussi Martin Boujol, qui est un grand critique littéraire, très jeune, mais très grand en termes d'audience et qui donne envie de lire aux jeunes, etc. Donc voilà, c'est une chouette équipe dans laquelle on a vraiment envie d'amener plein de belles choses. Donc tu lances ça en même temps que tu montes Pulse. Mm-hmm. Comment est né ce projet? C'était quoi les challenges du début? Qu'est-ce que tu as appris? De quoi tu t'es nourri de ton expérience dans un cabinet? Le job est sorti. C'est vrai que ça cochait, mais alors absolument toutes les cases dont je rêvais. L'innovation, l'éducation, le réseau, et puis il y avait tout à créer. Et c'est vrai que moi, j'aime créer. J'adore pouvoir porter des projets et puis avoir la liberté en fait de m'exprimer. Et puis, en fait, on savait pas trop à quoi s'attendre. Comme je disais, c'est un projet qui est né en septembre 2019. Donc, septembre 2019, mars 2020, le coup près. D'ailleurs, j'ai accueilli notre nouvelle collaboratrice en charge de la com le 16 mars par visio parce que, voilà, on était confinés. Et puis, je pense qu'on avait encore cette énergie du début. On n'avait pas encore, tu vois, de lassitude, etc. Donc, on a porté à bout de bras
ce nouveau projet sur le numérique. On faisait beaucoup de conférences en ligne, on suivait tous les projets, on continuait à créer du réseau. Et puis pendant le Covid, en fait, on avait 2-3 projets qui avaient le droit d'aller sur place parce qu'ils avaient leur matériel, ils avaient besoin de travailler dans un lieu. Et puis finalement, ça a créé un truc de fou parce que c'était, tu te souviens, la poubelle Claude, les poubelles à compost qui sont passées sur Qui veut être mon associé. Oui, alors c'est le moment où ils ont fait leur crowdfunding. Donc en fait, ils avaient tout l'espace de Pulse pour faire leurs vidéos. C'était un délire. Et puis ils ont utilisé en fait tout le bas pour stocker leurs palettes de poubelles qui sont arrivées en plein Covid. Donc voilà, ça a été en fait des opportunités pour les pulsés aussi de profiter différemment du lieu. Tu dirais que ton bagage précédent, en termes de créativité, d'innovation, bon ben là je vois bien ce que ça peut ouvrir comme porte, mais par rapport à en termes de, je sais pas, de réseau ou de compétences que tu avais pu acquérir, en quoi ça t'a aidé? Alors c'est vrai que on n'est pas forcément là pour valoriser des carrières dans le public, mais tant qu'à faire, parlons de ce qui est positif aussi dans le secteur public, parce qu'ils n'ont pas la meilleure image du monde non plus. Il y a tout dans le public. Hein. Il y a des gens extraordinaires qui sont très investis, et puis il y a des gens, mais même dans le privé. Enfin, je veux dire, c'est juste la représentation à grande échelle de ce qu'on peut retrouver dans une entreprise. Mais moi, j'ai eu la chance en fait d'être drivée par un vrai moteur. Pendant 9 ans, j'ai eu des très belles années. Hein. On a fait beaucoup de choses. Ce sont les projets en fait que tu as pu faire. Oui, auparavant. et puis j'étais vraiment dans un cabinet on fonctionnait en mode start-up. Il était moteur aussi. Voilà, je peux pas dire qu'on était dans un travail de fonctionnaire répétitif. On était dans une dynamique où il fallait avoir un impact, répondre aux besoins des gens, comprendre quels étaient les besoins et puis rassembler les bonnes personnes. Je donne un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est un projet qu'on a appelé Papyrus, qui visait à régulariser des centaines, des milliers de personnes irrégulières qui étaient installées depuis des années à Genève. Et c'était une prouesse parce que le but, c'était de rassembler des syndicats, des associations avec une personnalité plutôt teintée de droite qui a mené ce projet à bout de bras et qui a permis à des personnes vraiment dans l'ombre de revenir à la lumière. Donc, c'était assez incroyable. Et en termes d'impact, pour rebondir sur ta motivation aussi première à la fin de tes études, est-ce que tu dirais que, c'est pas le même nombre d'années non plus, c'est pas 100% comparable, mais disons sur les 9 ans en cabinet plutôt politique et puis sur tes 5 années ici à Pulse, est-ce que tu as le sentiment que ton impact est plus grand aujourd'hui? Alors, il est très différent. Je pense que mon impact dans ce cabinet, il était au service d'un sujet qu'on traitait à travers une politique publique, et puis pour un homme politique qui vraiment s'engageait dans ces politiques publiques. Donc j'étais dans ce qui m'allait très bien, j'étais dans l'ombre, j'étais au service de. Et puis là, c'est vrai que j'ai complètement changé de casquette parce que je suis l'image de. Donc, je me mouille beaucoup plus à travers les médias, à travers mon réseau. Et tu parlais du réseau. C'est clair que mes 9 ans au sein de l'État avec Pierre Maudet m'ont permis d'avoir un réseau de dingue. Et je me suis beaucoup posé la question quand je suis partie. Je me suis dit, mais moi, tout ça pour ça, je vais en faire quoi ? Et là, aujourd'hui, c'est génial parce que ce réseau, je le mets au service de personnes qui n'en ont pas encore, qui ne connaissent que très peu de monde, à part leurs camarades d'études, leur famille, leurs amis. Et là, c'est vrai qu'en termes d'impact, j'ai vraiment l'impression que c'est décuplé parce que ça fait gagner. C'est vrai que l'autre jour, on parlait avec on appelle ça les pulsés, les gens qui viennent chez Pulse, qui racontait à une de mes amies pendant les 5 ans, la fête des 5 ans, elle disait, mais nous, Pulse, ça nous a fait gagner 2 ans parce qu'ils ont rencontré les bonnes personnes au bon moment, leur c'est un accélérateur. Voilà. Vraiment. Et c'est vrai que
voilà, à ce niveau-là, on a un gros impact parce qu'on touche vraiment à des moments précis, à des besoins déterminants, quoi. Avons-nous expliqué en 2 mots ce qu'est Pulse? Oui, c'est vrai. On part du principe que tout le monde connaît. Mince, Caroline, en 2 mots. Voilà. Donc, Pulse, c'est une structure interdisciplinaire au cœur de la HESSO Genève qui regroupe des talents des 6 hautes écoles que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et ces talents ont une envie d'innover, d'entreprendre dans des domaines très différents et complémentaires. Et ils viennent se rencontrer dans notre espace qui fait 700 mètres carrés, juste derrière la gare, dans lequel on organise des ateliers, des workshops, des événements, et dans lequel ils ont aussi un coworking, des espaces pour travailler, et où ils peuvent rencontrer du monde. Je te donne un exemple. L'autre jour, il y a Delphine Bachmann qui venait visiter l'incubateur, qui est en charge de l'économie, de la promotion économique. Et ben voilà, Delphine Bachmann a fait le tour des ateliers, elle a pu s'entretenir avec tous les gens qui étaient présents. Donc ceux qui sont pas présents, en fait, c'est toujours tant pis pour eux, parce que je dis toujours que voilà, il se passe tellement de choses impromptues auxquelles on s'attend pas. C'est important d'être là et puis de profiter à fond, parce que c'est un programme qui est on demande une somme symbolique de 50 francs par semestre, mais c'est pour ainsi dire gratuit avec tout ce qu'on offre. Donc, oui, c'est par le présentiel aussi et la qualité des échanges qu'on peut avoir avec les gens. Hyper important. On se crée un réseau aussi. Je voulais aussi revenir sur l'aspect, donc mettre à disposition et t'appuyer sur ton réseau déjà existant, c'est une chose. De pouvoir jouer la carte aussi de l'innovation en aidant des personnes qui elles-mêmes veulent entreprendre et ou innover. Est-ce que pour toi, l'innovation va de pair avec le fait d'entreprendre quelque chose? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas éviter d'innover. Après, l'innovation, c'est un mot un peu galvaudé. Là, je parlais avec quelqu'un cet après-midi qui est en train de développer tout un nouveau système avec sa friperie. Donc, il est passé chez Pulse. On l'a aidé à vraiment concrétiser le projet qu'il avait mis en place d'une friperie premium avec des super fringues qui viennent des États-Unis, etc. Et aujourd'hui, il va mettre en place tout un système d'abonnement. Il n'a pas inventé le concept, il s'en est inspiré de quelque chose dont il avait entendu parler en Australie, mais il va l'adapter, il va l'améliorer, il va en faire quelque chose de bien plus performant. Donc, s'inspirer de concepts existants et l'adapter à nos contrées, c'est aussi pour moi innover. C'est vraiment amener de la nouveauté, quelque chose qui change dans notre quotidien. Et c'est vrai que tous les projets qui passent chez Pulse, ils ont quand même cette capacité à innover. Tu le disais toi-même tout à l'heure, je prends plus de lumière aujourd'hui de par ma fonction qu'avant où j'étais un peu plus à travailler dans l'ombre. Comment tu perçois aujourd'hui, toi, à titre personnel déjà dans le cadre de ta fonction, cette exposition médiatique d'une part, donc de prise de parole, et puis d'avoir, t'as un joli réseau aussi sur LinkedIn, mais ça implique d'avoir une certaine régularité aussi dans ce que tu publies, dans la visibilité aussi des événements que vous créez chez Pulse. Donc d'une part au niveau perso, qu'est-ce que ça implique pour toi? Et puis dans l'accompagnement que vous avez avec vos pulsés, est-ce que cette dimension-là, elle est également prise en considération dans les aides que vous prodiguez? Alors moi, à titre perso, c'est clair que je me facilite la vie considérablement en me créant mes propres GPTs de rédaction, d'analyse, de soutien. Enfin voilà, j'ai compris comment fonctionnait ChatGPT et comment on peut s'en servir à titre personnel, comment il peut apprendre aussi de notre façon de rédiger, de penser, etc. Donc, c'est une aide vraiment inestimable qui me fait gagner beaucoup de temps. Après, moi, ma grande crainte, c'est de toujours en faire plus. Et c'est vraiment la chose qui m'inquiète finalement de l'IA, c'est de nous faire gagner du temps, mais pour faire toujours plus. Et là, je mettrais un frein. Parce qu'en fait, on peut avoir tendance à vouloir toujours publier plus de blogs, d'articles, etc. parce qu'on rédige plus vite avec ChatGPT, etc. Mais il y a aussi un grand risque de saouler tout le monde. Et puis de plutôt prendre ce temps, justement, pour plus de créativité, pour plus d'échanges, donc voilà, c'est vraiment c'est là qu'il faut faire attention à pas partir dans cette dérive de toujours plus vite, toujours plus, et qui m'inquiète pas mal de ce qu'on voit, de ce qui se passe aux États-Unis, etc.
Mais il faut savoir justement doser et puis l'utiliser à bon escient et puis se faire... voilà. Donc, des facilités de communication aujourd'hui avec l'aide de l'IA. Néanmoins, une présence quand même toujours soutenue, je pense, sur les réseaux et puis dans tes events, en événementiel. Aujourd'hui, ce que ça apporte à Pulse 5 ans plus tard, et par rapport à l'impact que tu penses avoir aujourd'hui, c'est quoi un peu ton bilan, si tu devais faire un petit bilan J'étais contente parce qu'on a fait l'exercice justement de faire une rétrospective, le document que je t'ai amené tout à l'heure, parce que je pense que c'est important de toujours regarder en arrière pour prévoir l'avenir. Et je pense que clairement, tout ce qu'on a mis en place, notamment en communication, notre seul but, c'est vraiment de mettre en avant justement toutes les formations qui t'amènent à vouloir entreprendre. On a la chance à Genève d'avoir 6 hautes écoles avec 6 domaines de compétences et bien plus finalement si tu rentres dans les filières. Et c'est important de les faire connaître. Et je trouve que de les faire connaître à travers des projets concrets qui nous touchent dans le quotidien, que ça soit à travers des aménagements qu'on voit dans un coworking, parce que ça a été fait par Studiotech et qui sont vraiment centrés sur la circularité, que ce soit les poubelles à compost, Claude, qui sont dans nos cuisines, que ce soit des vêtements qu'on achète. Tout ça, en fait, c'est hyper parlant. Donc, en fait, de partager sur tous ces projets à travers nos réseaux, c'est vrai que tous les articles que je fais, il y a toujours une petite pointe de Pulse parce que je trouve ça passionnant d'avoir des jeunes qui osent, qui se sont pas fait freiner finalement par juste quelqu'un qui dit « Ouais, mais tu n'y arriveras jamais ». Et en fait, moi, ça m'éclate de pouvoir les mettre en avant et mettre en avant ces formations qui sont dispensées dans les agences. J'ai envie de te poser une question. C'est sur les personnes qui viennent pour être pulsées, qui sont retenues. Quelles sont les personnalités qui vont le plus te marquer? Et sur 5 ans de parcours, 5 ans de vie, disons, de l'incubateur, qui te reste si tu devais faire un top 3, on n'est pas obligé de citer les noms, mais en fait, en termes de personnalité, pas forcément de projet, tu vois, qu'est-ce qui t'a marqué? De quoi tu te souviens le plus? Ça sera plus facile pour moi, comme ça, j'ai pas besoin de choisir, mais on a mis en avant 2 projets aux 50 Pulse parce qu'on trouvait qu'ils étaient assez significatifs. Donc, c'était Valérie Pierre-Imbert qui a monté le studio Tada Studio avec Jessica. Et puis Box Up, je sais pas si tu les connais. Oui, oui, Danilo, il a bossé aussi en études de marché. Donc Box Up de Franck et Florian. En fait, ce que je trouve assez génial, c'est que ces 2 projets ont beaucoup de ces éléments en fait que tu me demandes de souligner. Valérie, je pense qu'elle a eu l'attitude qu'on attend de beaucoup de projets. Elle s'est rendue compte qu'à un moment, elle faisait fausse route et elle a pivoté. Parce que juste ce studio design d'interaction. Elle est venue à la base chez Pulse avec un projet de cartes à jouer en mode interaction design, mais vraiment avec un jeu physique sur plateau. Et puis en fait, c'est un projet qui prenait une telle ampleur quand elle a commencé à plonger dedans avec son coach et à comprendre toutes les tenants et aboutissants que ça allait lui prendre toute seule et de trouver une équipe, etc. Ça lui a vraiment fait des sueurs froides. Et puis en fait, elle s'est posé beaucoup de questions et elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait créé avec ce jeu, c'était ce qu'elle voulait faire pour des clients, finalement. C'est du design d'interaction. Mais qu'elle n'avait pas forcément envie de créer elle-même tout un jeu, un univers pour elle-même. Donc, en fait, elle a accepté de lâcher, en fait, cette partie pour revenir à ses compétences premières qu'elle a voulu associer à Jess pour créer un studio de design. Okay. Et je trouve que ça, d'accepter de se remettre en question, c'est essentiel. Quelqu'un qui vient et qui te dit j'ai déjà tout vu, j'ai tout compris, mon projet ça va être le meilleur et puis je vais gagner tous les prix, c'est ciao. Enfin, c'est pas possible. Il faut être conscient que l'idée qui rentre chez Pulse, elle sera pas la même quand elle sortira. L'exemple de Box Up, je le trouve aussi vachement intéressant. Ils ont testé leur marché. Ils étaient sûrs que les gens allaient être prêts à louer du matériel sportif. Puis ils ont posé des box. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, peut-être deux mots. Box Up, c'est en fait des structures connectées
qui te permettent d'emprunter du matériel sportif dans les espaces publics dédiés au sport. Je suis sûre que tout le monde a vu ça maintenant passer dans les parcs, on peut plus les louper, quoi. Il y en a même au Canada maintenant, tu vois. Et en fait, ils sont allés tester leur marché sur le terrain. Puis ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a personne qui louait leur matériel. Parce que les gens, ils ont pas envie, ils sont tranquilles au parc, ils ont pas envie de sortir de l'argent, mettre la carte, etc. C'était trop compliqué. En fait, en creusant, ils se sont rendus compte que d'autres personnes étaient prêtes à payer. C'était les communes. Parce que les communes, elles doivent faire du sport à leurs citoyens. Donc, elles sont tenues de le faire. Elles doivent faire sortir les gens, les faire bouger, etc. Donc, elles avaient vraiment un intérêt dans la démarche. Et puis, finalement, ils ont trouvé leurs clients en testant leur marché. C'est ça. Et je trouve que ça répond exactement à ce que vous faites avec All Inside, qui est vraiment cette capacité à aller toucher les gens, à leur demander leur feeling d'une innovation, d'un nouveau produit, d'un produit existant, pour savoir ce qu'ils en pensent. Déjà, oui, pouvoir identifier son public, c'est la première porte, je pense, dans l'entrepreneuriat. Pivoter, tester son marché et puis faire preuve d'un peu d'humilité, c'est important. J'avais envie de te demander aussi, vu que j'étais pas au courant qu'il y avait les 5 ans aussi de rétrospective, et en termes aussi, toi, de bilan en tant que directrice, je vais pas te demander de faire un bilan professionnel, mais te demander peut-être la chose dont tu es la plus fière sur ces 5 années. Est-ce qu'il y a un moment ou un événement ou un accomplissement spécifique qui te vient à l'esprit? Pour moi, en fait, d'avoir accompagné autant de projets avec une si petite équipe et d'avoir réussi, en fait, à construire une patte. Je veux dire, quand les gens passent chez Pulse, il y a toujours cette réflexion, ah ouais, il y a des good vibes ici, on se sent bien. Enfin, pour moi, c'est important et c'est vrai qu'on a réussi à créer en fait un environnement ultra bienveillant, notamment avec nos amis de Genilem, qui sont des coachs qui sont professionnels, qui ont planté des boîtes, vendu des boîtes, monté des projets. Donc, ils savent par quelles étapes ces jeunes passent. Donc, il y a vraiment ce côté bienveillant et collaboratif. Donc, je trouve, tu vois, hier, on avait ce qu'on appelle une capsule collaborative, parce qu'on est très dans la galaxie chez Pulse. Et en fait, c'est des après-midi où tout le monde échange vraiment de manière intelligence collective et où tout le monde se fait grandir les uns les autres. Donc, pour moi, en fait, d'être dans un domaine entrepreneurial, mais collaboratif, je pense que c'est un peu une nouvelle ère qu'on est en train de vivre, que cette génération assume complètement. Oui, c'est un peu comme les masterminds qu'on a ici à Work & Share. C'est une génération, ils ont 25-30 ans et c'est le brainstorming et l'idéation qui amènent des... Et on est beaucoup plus dans la coopétition que dans la compétition stérile à savoir qui est le meilleur. Moi, je vois, c'est dingue. Là, maintenant, il y a tout un groupe WhatsApp qui s'est créé en marge de notre incubateur. Ça s'appelle Regeneration. Donc, ils sont vraiment empreints d'une volonté d'avoir un impact positif. Et puis, en fait, ils se soutiennent les uns les autres. Donc, c'est juste génial parce qu'ils se donnent des jobs, ils collaborent sur des projets. Et en fait, c'est vraiment une nouvelle manière de faire du business qui est super positive. Et en fait, je pense que c'est ça dont je suis le plus fière, c'est d'avoir contribué à cet écosystème très positif et collaboratif. Et à contrario, le moment le plus difficile ou le plus frustrant, où tu t'es peut-être éteinte ou épuisée ou... Est-ce que tu arrives à... Ouais, alors sans aller dans le détail, c'est vrai que c'est d'une part fantastique d'être dans un milieu académique, mais on est un peu un ovni. On n'est pas dans la recherche, on n'est pas dans l'enseignement, on a des nouvelles méthodes, on accompagne des entrepreneurs, de l'innovation. Donc c'est difficile de se faire comprendre au sein du monde académique. Comme tel. Donc voilà, c'est ce que je trouverais mais après ça... Je pense que c'est le cas de tous les incubateurs. Après, il y a quand même tout ce trend, maintenant depuis 4-5 ans, dans les universités aussi, dans les milieux très académiques, d'avoir ces accélérateurs, ces hubs au sein de leur structure. En quoi tu dirais que Pulse est différent? Alors, juste pour rebondir sur ce que tu disais avant, c'est vrai que toi aussi qui as vécu les années d'études américaines... En fait, c'est vrai que c'est un peu un nouveau trend, ces incubateurs, alors que ça fait des années et des années que ça existe dans ces autres universités. Là, j'ai fait un voyage
J'étais invitée dans un panel à Montréal. J'ai fait tout le tour des incubateurs. C'est des vraies institutions qui sont ancrées dans l'ADN de l'académique. Donc, c'est vrai que c'est une nouvelle approche qu'on doit faire accepter, intégrer à ces universités. Bref, ceci étant dit, je pense que Pulse a vraiment... en fait, nous, quand on a commencé, on s'est très vite fait accepter parce qu'on prenait la place de personne. On est venu comme incubateur, mais pour les HES. Et il n'y a pas d'incubateur. Il y a un incubateur qui existe depuis 30 ans, et c'est nos partenaires aussi depuis le premier jour, c'est la Fongite. La Fongite, ils sont, ils ont fêté leurs 30 ans l'année dernière. Et en fait, c'est un incubateur deep tech. Ouais, c'est plus pour les ingénieurs. Hein, voilà, et nous, on n'a pas de projet tech. On a très peu de projets tech. Donc, on pensait en avoir beaucoup plus quand on a créé Pulse, mais finalement, on en a assez peu. Donc, en fait, nous, on a cette particularité d'être dans une innovation très locale, de proximité, avec des projets qui s'internationalisent, mais qui sont pas non plus des projets, tu vois, on n'est pas un élevage de licornes. On est vraiment plutôt à amener, en fait, l'entrepreneur à développer de manière saine et durable une structure. Et la preuve, c'est que j'ai fait un petit bilan en début d'année pour voir quels étaient les projets qui continuaient. Il y en avait 80% qui continuaient ce qu'ils avaient entamé chez Pulse. Donc, ça veut dire que finalement, c'est des projets solides qui sortent de l'incubateur. Et puis, ce qui fait vraiment notre caractéristique, c'est que on est interdisciplinaire. Donc, en fait, on a des projets qui viennent de toutes les dimensions, culturelle, sociale, artistique, ingénieur, gestion, et ça fait des super projets. Il y a un projet que j'adore qui peine à se mettre en œuvre parce qu'ils doivent trouver des fonds et que c'est pas leur activité principale, mais c'est un bonnet de bain qui s'appelle iCap, et c'est un bonnet de bain qui a été conçu pour les personnes malvoyantes pour pouvoir nager en bassin fermé. Et ça, tu vois, et j'ai regardé quelques compétitions pendant les Jeux paralympiques. Et j'ai vu en vrai que les nageurs malvoyants, on leur tape sur le dos avec un bâton pour leur dire attention, t'es en train d'arriver au mur. Et c'est des jeunes de l'école de gestion, qui ont fait ça pendant leur travail de bachelor. Ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment des gens qui attendaient quelque chose de nouveau dans ce domaine. Ils sont venus chez Pulse, on les a mis en contact avec les bureaux d'ingénierie de l'EPIA, Delphine Bégevé, qui est spécialiste en puces RF, et qui a développé un prototype qui a été designé par une designeuse mode de la Aide, qui est passionnée d'innovation, de tech, etc. Donc, en fait, tu mets toutes ces compétences ensemble. Donc, j'espère qu'un jour, ce projet, il sera vraiment utilisé dans les piscines, parce que c'est le plus bel exemple de ce mélange de compétences qui donne des innovations qui n'ont pas encore... Après, je voulais te demander aussi la question sur la typologie de projet. J'ai le sentiment qu'il n'y a c'est pas péjoratif, mais que des projets à impact social aujourd'hui chez les jeunes, ou en tout cas qui sont incubés, que ce soit à l'UNIL ou peut-être chez toi, tu me diras. Est-ce que tu as le sentiment que c'est vraiment un enjeu générationnel, ou est-ce que c'est lié aussi au fait que les aides, que ce soit en termes de prix qu'on peut gagner, ou typologie aussi de concours dans lesquels tu peux entrer, qui ont quand même des conditions d'entrée où les critères d'éligibilité sont assez restrictifs. Moi, j'en ai vu quand même pas mal passer. Il faut quand même souvent avoir justement cet impact ou être très tech. Je pense que c'est un mélange de pas mal de facteurs. Il y a un aspect générationnel. Franchement, je te promets, quand tu partages le quotidien de ces jeunes, c'est pas nous qui leur inculquons l'envie d'être engagés et de trouver du sens, etc. Mais je me dis ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment... Non, mais des fois, moi, je suis choquée. Enfin, je veux dire, il y a des gens... Sincèrement, on a fait un événement, c'était juste... je pense que ça, c'est un des événements marquants des 5 ans. On était à la Société suisse des entrepreneurs et mon ami Eric Bizel, qui est le secrétaire général, voulait absolument qu'on fasse un événement avec ces jeunes pour les faire rencontrer un entrepreneur du sérail, de la construction, qui allait leur raconter son parcours, comment il se lève à 5 heures du matin Et en fait, c'était assez fou parce que ça a été plutôt qu'une rencontre one to many, ça a été un reverse mentoring où tous ces jeunes ont déconstruit un par un tous les vieux schémas de ce que c'est qu'un entrepreneur et pourquoi on peut pas être durable dans la construction et pourquoi. Et après, j'abonde totalement dans ce que tu dis, c'est que tous
les concours, les incubateurs, les accélérateurs, les organismes de soutien ont clairement, pour mot d'ordre, des projets qui sont dans la durabilité ou en tout cas qui répondent à au moins un des objectifs du développement durable. On a fait pas mal d'études chez vraiment les jeunes 18-25 et même 18-34, donc plus si jeunes que ça, bien dans la vie active, tu vois. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même pas mal de ces jeunes, et c'est plus marqué chez les hommes, qui veulent juste se faire beaucoup de fric avec un job qui va scaler, où ils vont pouvoir faire du digital nomadisme ou avoir leur famille. Mais bien sûr. Où sont ces jeunes, tu vois? Il y en a qui sont comme ça et qu'on a chez Pulse, mais les générations, elles sont multiples. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une génération Z pareille de tous les jeunes. Enfin, et je pense qu'il y a énormément de gens qui sont là juste pour faire du fric et vivre leur vie et être peinards parce que les réseaux sociaux transmettent cette image. On a vraiment l'impression qu'on peut lancer un cours en ligne et se faire des millions et se barrer sur une île. Mais je pense que c'est pas la réalité. Et puis à un moment donné, faut quand même mettre les mains dans le cambouis et puis voilà, être conscient qu'il y a façon de gagner de l'argent. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette quête de sens aussi. Quand ils auront gagné 3 millions et puis qu'ils seront tout seuls sur leur île à se demander où sont leurs potes. Enfin, je pense qu'il y a, il y a cette notion d'engagement, elle est quand même importante. Et on voit tellement de générations plus âgées qui sont complètement désillusionnées du monde du travail et qui, justement, sont en quête de sens. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même un mélange, tout ça, et qu'on est à une période où on a quand même l'espoir de sauver encore la planète. C'est pas un moment facile, je pense, pour ces jeunes qui sortent de l'école ou les jeunes actifs. Je voulais aussi prendre un moment, parce que je vois que l'heure tourne à la vitesse VV', partager quelques chiffres de la dernière étude qu'on a fait sur justement l'envie d'entreprendre dans le cadre de ses études ou à la fin de ses études. Donc, le premier, c'était qu'il y a 38% donc des étudiants qui envisagent de créer leur entreprise. En tout cas, 38%, moi j'ai trouvé ça énorme. C'est un panel représentatif de jeunes en Suisse romande. 38%, ça veut dire qu'un jour, ils aimeraient quand même bien se lancer. Ouais, ça m'étonne pas parce que j'en discutais l'autre jour avec Astrid Dauvernet, qui est la responsable de la filière International Business Management. Et elle m'avançait un chiffre qui est pas complètement à l'opposé, de 25% quand les étudiants entrent dans leurs études, qui ont émis le souhait d'entreprendre. Alors par contre, à la sortie des études, il n'y a plus que de 5%. Donc il y a la réalité de la sécurité de l'emploi, parce que je pense que quand ils sortent de la haute école de gestion, le taux d'employabilité est énorme. Ils trouvent des jobs. Donc c'est vrai que finalement, quand on a la sécurité de l'emploi à la fin de ses études... C'est pas la voie la plus simple, l'entrepreneuriat. Non, c'est très compliqué. Et c'est vrai que je sais que tu as un autre chiffre qui parle du manque d'information. 74% se trouvent pas informés sur les dispositifs d'aide, les aides pour se lancer au niveau administratif, juridique. Exactement. Donc voilà, l'initiative de Pulse, elle est exactement là pour ça. Après, nous, on peine à toucher les étudiants parce que c'est pas une ligne directe avec les 6000 étudiants de la HES qu'on a, c'est à travers les différentes filières, etc. Ils ont déjà tellement d'informations que il faut trouver les bonnes personnes qui ont envie justement d'entreprendre et puis leur donner les informations au bon moment. C'est pas simple de toucher en fait ces personnes-là. Mais ça m'étonne pas ce chiffre énorme parce que c'est vrai qu'on peine à informer les étudiants. Donc il faudrait développer plus d'initiatives en cours de cursus avec l'information de la possibilité de rejoindre cet incubateur à la fin qui donne cet accompagnement, parce que c'est ça qui fait peur, c'est d'entreprendre tout seul, sans info, sans personne vers qui se tourner. Je pense que c'est ça qui inquiète. Qui rejoint ces incubateurs ? Est-ce qu'il y a des critères de sélection, des critères d'entrée ? Et parce que moi, ce que je constate dans les jeunes qu'on accompagne avec l'incubateur de l'UNIL, c'est que j'ai le sentiment, c'est très subjectif, mais quand même, il est là, que ces jeunes qui sont aussi dans les petits groupes de 3, 4, ils arrivent et ils veulent avoir des informations sur leur marché par rapport à leur offre, que ce soit produit ou service, comment le public va réagir, mais je les sens pas vraiment engagés. Il y en a, j'en sens aucune derrière où je me dis, là, elle va ouvrir son, elle va lancer son truc. Ouais. Et je me dis, pourquoi, en fait, ces jeunes se mettent dans des incubateurs, montent des projets,
où on sent bien au final qu'ils y croient pas tant que ça. Et j'ai un peu l'impression qu'ils le font dans une démarche académique, comme n'importe quel autre projet pour finalement. apprendre en fait un domaine. Alors nous, c'est vrai qu'on a un système de sélection où on prend une quinzaine de projets par semestre sur une trentaine, quarantaine de dossiers qu'on reçoit. On fait une première sélection sur dossier et puis on veut voir les gens systématiquement, même si c'est pour 3 minutes de pitch, 5 minutes d'échange. C'est important de sentir justement la vibe. La première chose qu'on leur dit quand ils arrivent chez Pulse, c'est sentez-vous à l'aise de quitter à tout moment. On n'est pas ici pour forcer, on est là pour tester, apprendre et réagir rapidement pour pas perdre de temps, pour pas perdre d'argent. Donc c'est vraiment c'est hyper important de pas nous faire perdre du temps, de pas leur faire perdre du temps. Donc on a une première phase de 5 mois pour justement toute cette partie étude de marché, mais aussi étude de sa propre personnalité pour savoir si on est vraiment motivé et si on a envie de se lancer dans cette aventure. Et dans la deuxième phase, il y a vraiment un jury d'entrepreneurs qui va sélectionner les personnes qui sentent les plus engagées, les plus prêtes. Donc c'est vrai que nous, quand les gens sortent de Pulse, en fait, il y a eu un filtre, mais je sais que chez YouCreate, il y a aussi un filtre à la deuxième phase pour s'assurer que finalement, les gens qu'on accompagne, il y a une réelle envie d'entreprendre. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et vous avez bien assez de candidatures alors? Oui, alors je pense qu'on aimerait idéalement toucher les personnes qui ont cette envie d'entreprendre et qu'on touche pas forcément. Ce qui marche le mieux finalement, c'est le bouche à oreille. Parce que vous avez des gens justement qui viennent de la filière apprentissage? Tous les gens qui font les HES, ils ont fait un CFC avant. Ouais. Donc ils ont cette notion très professionnalisante. Mais ils doivent être passés par la HES. Ouais, ouais. Okay. Donc on est vraiment dédié que aux projets qui sont issus de la HES, mais aussi au personnel administratif et aux profs, aux assistants. On a beaucoup de collaborateurs scientifiques, par exemple, qui sont venus chez Pulse avec un projet. Ok. Et puis le dernier chiffre que je voulais revoir aussi avec toi, c'était par rapport justement à cette filière d'apprentissage et puis plus académique. Donc on a sondé aussi les plus jeunes. On a commencé à 15 ans et puis on a voulu essayer de déjà tester l'attrait. Donc là, on était sur les 15-24. L'attrait de l'apprentissage, vu que pour certains, c'est à ce moment-là déjà que se fait ce choix. Et donc, au global, on voit que la filière apprentissage quand même est séduisante et attractive pour 58%, ce que j'ai trouvé beaucoup plus élevé que ce que j'imaginais. Donc, un peu plus d'une personne sur deux. Néanmoins, tous et toutes ne font pas ce choix-là. Après, quand ils se retrouvent dans les études, on n'est pas forcément dans ce ratio. Et que il y avait une majorité aussi de personnes, un peu plus de la moitié, qui trouvaient que, en fait, la voie d'apprentissage n'était pas assez valorisée et valorisante. Clairement, on a loupé un pont, en tout cas à Genève, quand tu vois que 4% des étudiants qui finissent leur école obligatoire choisissent la formation, l'apprentissage. Sur les que 4%? Ouais. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a eu cette initiative que je mentionnais au démarrage, Fort Pro, qui a vraiment pour but de valoriser et de rendre désirable la filière de l'apprentissage. Donc, c'est 22 000 mètres carrés dédiés à ces jeunes qui sont un peu paumés dans leur parcours, qui savent plus, en fait, ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils ont commencé un apprentissage qui leur plaisait pas, ils ont raté leurs études, Et là, en fait, t'as des équipes de personnes qui sont formées, justement, à la facilitation. Il y a des labs, Food Lab, Fab Lab, des labs au niveau culturel pour amener, en fait, ces jeunes à avoir une autre façon d'expérimenter. Et pour leur redonner, en fait, confiance. Et puis là, ils sont justement en train de croître, leur équipe en train de s'agrandir. Et en fait, je pense sincèrement que ça va vraiment faire une différence. Non seulement parce que ça fait réagir l'État, qui a quand même raté le coche à un moment donné de traiter cette question. Donc forcément, ils vont se mettre à la page pour pas se faire justement prendre la place sur ce domaine. Et puis ça va rassurer les parents. Parce qu'il y a du dialogue, il y a des séances avec les parents, il y a un accompagnement avec un parcours qui est défini. Et donc, je pense que d'impliquer en fait toutes les parties prenantes dans le dialogue, ça joue aussi énormément. Et ça évite de se retrouver dans la situation que tu décrivais sur LinkedIn, dans les centres d'orientation où on t'envoie dans des jobs d'une autre ère. Et je pense qu'en fait, on a besoin de ces nouveaux lieux et ces nouveaux espaces pour avoir des gens qui sont à la page et puis qui travaillent autrement. Je suis d'accord avec toi parce que mon fils, qui a terminé donc l'école obligatoire là en juin,
il a commencé un apprentissage en menuiserie avec la Mathieu intégrée. Génial. Et le déclenchement est venu il a été faire 5 jours au Fab Lab de Lausanne. Et c'est en étant dans un makerspace qu'il s'est rendu compte que il était plus intéressé par la partie prototypage et justement mise en application du découpage, enfin bref, sur des projets particuliers. Et que c'est vraiment ça qui a déclenché l'intérêt. Ouais, Et je trouve ça fascinant, je trouve ça génial. Mais si moi, la maman, je ne prends pas l'initiative de lui dire, écoute, il y a la possibilité, tu vois, d'aller dans ce Fab Lab Makerspace pendant quelques jours, c'est une initiative privée. Ouais, complètement. Donc, voilà. On arrive déjà à la fin de l'entretien, ça passe vraiment, vraiment vite. Bon, donc on a parlé des enjeux d'aujourd'hui, d'avoir de l'impact, que la génération d'aujourd'hui, elle veut avoir un impact social, environnemental, des valeurs très fortes. Il y a ChatGPT qui est arrivé, pas que ça. Hein. Notre rôle aussi en tant que maman, chef d'entreprise, ou en tout cas, chef, directrice d'une structure. Il y a aussi un couple à continuer à faire vivre, alimenter, des amis qu'il faut continuer à avoir, des espaces artistiques, des envies, des passions qui pour nourrir notre créativité, dans lequel il faut aussi mettre du temps. On parlait au tout début de l'entretien, notre réservoir d'énergie, tu vois, où est-ce qu'on donne de nos énergies. Sur tes envies à toi, Caroline, déjà pour le futur. Mon futur va être à très court terme, je le dis franchement, il est entre maintenant et dans 3 ans, parce que je pense que c'est un peu compliqué de se projeter beaucoup plus loin. Bien sûr, ouais. Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi un peu tes rêves, tes ambitions? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes enfants pour les préparer? C'est vaste. Je sais. Il te reste 7 minutes. Voilà. En fait, je pense que cette notion de parcours, elle est hyper importante et j'espère vraiment, avec mes enfants, pouvoir les accompagner et leur donner confiance pour qu'ils puissent réaliser ce dont ils ont envie. Mon fils a envie de partir aux États-Unis pour une année l'année prochaine. Je vais évidemment déplacer ciel et terre pour qu'on trouve la bonne assoce pour partir, qu'il ait les bonnes notes. Ma fille, elle fait de la couture, elle fait du crochet. Ça me rend timbrée de la voir se perdre sur ces machins TikTok. Déjà, elle devrait pas y être, elle a 12 ans. Et voilà, le seul truc pour lequel je vais l'engueuler, c'est de lâcher ses écrans et puis de réaliser des belles choses parce qu'elle a déjà cette fibre entrepreneuriale. Elle est venue une fois vendre ses pièces chez Apple, ça s'est fait 150 francs en une soirée. Bravo. À 12 ans, c'est pas mal. Donc voilà, je vais les pousser vers leurs rêves. Mon fils veut faire du basket, mais c'est pas grave s'il finit pas en NBA, au moins qu'il fasse du basket. Donc voilà, c'est la partie pour mes enfants. C'est clair que le couple, il faut le préserver avec toutes les injonctions, voilà. Donc ça demande aussi beaucoup de travail et de trouver des moments en fait pour faire des choses ensemble et des choses chouettes quoi, qui changent de l'ordinaire. Moi, j'adore découvrir plein de trucs et donc il faut juste se bouger et puis le faire. Puis à titre personnel, moi j'ai envie de continuer à progresser en dessin parce que j'adore ça et puis quand je le fais, ça m'apporte énormément. Donc voilà, ça revient à ces notions de Thalia, misons tout sur l'humain, la créativité, la collaboration, les moments hors normes parce que c'est ça qui va nous rester à la fin, tu vois. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Dans l'humain, tu vois, moi, le pourquoi de ce podcast, c'est pour retrouver des moments d'échange, pour retrouver plus de liens et de contact avec les gens et prendre le temps d'avoir une vraie discussion sans enjeux commerciaux aussi derrière, mais sans avoir un guide d'entretien, pouvoir un peu, en fait, juste retrouver un moment de qualité. C'est vrai que je privilégie plutôt le one-to-one parce que je trouve que c'est plus qualitatif, mais il n'empêche que je vais aussi dans du réseautage, un peu plus d'événements, et en fait, j'adore ça. Et je me rends compte que je me suis fermée un peu de tout ça pendant un moment donné, parce que peut-être dans le guidon, beaucoup, beaucoup de boulot. Et puis, on se fatigue quand même. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est important aussi d'aller plutôt dans le qualitatif que dans le quantitatif. Même si c'est important. On fait du quanti aussi chez Can Insight. Et puis juste pour revenir sur le à 3 ans, ça va aussi dans le même sens au niveau professionnel. Là, tout ce que j'ai envie de développer finalement, c'est beaucoup plus d'événements qui rassemblent les gens. Mon but c'est pas d'accompagner 50 startups plus toujours. Enfin, le but c'est beaucoup plus justement d'instiller ces notions de facilitation, de collaboration, d'intelligence collective en ramenant ces différentes compétences
Et puis de voir ce qui peut émerger éventuellement en termes d'entrepreneuriat, d'innovation, etc. Parce que des fois, il y a des choses qui émergent auxquelles tu t'attendais absolument pas. Et puis c'est là que c'est le plus magique. Pour les personnes éventuellement qui nous écouteraient, qui se poseraient la question de peut-être se lancer un jour ou tout bientôt, tu aurais envie de leur dire quoi ou de leur conseiller quoi à ces personnes? Bah, tu vois, tu disais tout à l'heure que tu avais l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le font dans un cadre académique, savent pas trop pourquoi, etc. Je pense qu'il faut quand même être super motivé, avoir ça au fond de soi, une petite flamme, parce que tu fais face à tellement d'embûches qu'en fait, il faut avoir une sacrée dose d'énergie, de motivation, un peu de folie aussi. Et puis rien lâcher. Une fois que tu es lancé, il faut être prêt à prendre un maximum de feedback, d'écouter, de rencontrer des gens, etc. pour chaque fois faire évoluer l'idée vers le mieux, quoi. C'est ce que nous disait Raphaël en disant je voulais pas en parler, j'avais peur qu'on me pique mon idée, que quelqu'un fasse la même application que moi. Et en fait, je me rends compte que c'est pas l'idée qui compte, c'est l'exécution. Et puis c'est le travail, c'est un travail acharné quand même, hein, bien s'entourer. Et puis il faut bosser et avoir la foi, la confiance, et oser. Yes. Petit mot de la fin, est-ce que tu aurais toi dans ton réseau ou qui te vient à l'esprit une personne qui serait chouette d'avoir ici dans le podcast Romandie Insight? Mais par rapport au sujet qu'on vient d'évoquer, je pense que ça serait génial que tu puisses avoir Joëlle Matet, qui est justement la directrice de Fort Pro. Et qui a été avant la directrice de Calif, qui sont des fondations vraiment destinées à ces jeunes qui sont en quête d'un parcours, notamment dans la formation professionnelle. Et je trouve qu'elle pourrait vraiment t'amener plein de choses hyper intéressantes dans ce domaine. Et en plus, moi, je suis convaincue que toujours à titre personnel, rien ne se fait par hasard et que ça va certainement peut-être apporter un éclairage ou une réponse à des questions que je me pose aussi par rapport à l'orientation professionnelle de ma grande fille. Totalement. Merci beaucoup en tout cas, Caroline, Merci beaucoup, pour ce moment. Je me réjouis de le faire écouter à plein de gens. Je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir pris un moment pour venir échanger avec moi. Et c'était un plaisir d'en savoir un peu plus sur toi. Et surtout, je me réjouis beaucoup de te revoir à un prochain event. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci.